acheter tant de licences de cette version. L'avantage aussi, c'est qu'on a rajouté un champ statut pour les versions, donc ça me permet de dire cette version, c'est une version de pré-prod, puis cette version, je vais la passer en prod un moment, etc. Donc dans le cadre des démarches utiles, ça permet d'avoir vraiment le cycle de vie, la gestion du cycle de vie de mon logiciel depuis qu'il est en phase expérimentale jusqu'au moment où il doit être retiré. Donc voilà, comme je disais, on a récursivité étendue, des petites choses qui étaient demandées par la communauté qu'on faisait pas par manque de temps, comme l'espace list depuis OCS, et on en parlera après. La partie helpdesk multi-entité. On se retrouvait en fait, quand on a introduit une notion d'entité, on s'est retrouvé avec des, je dirais pas des blocages, mais des choses qui devenaient beaucoup plus compliquées parce que justement tout était cloisonné. Et typiquement, dans le cas où vous avez un helpdesk, un niveau 1 qui peut gérer des tickets pour toutes les entités, et ben on se retrouvait avec un processus qui était vraiment très complexe, voire même qui ne marchait pas du tout. Donc là, il y a des améliorations qui ont été faites et qui seront disponibles dans la prochaine version. Ça, c'est un cas qu'on a besoin. Alors, les cas d'utilisation. Alors ça, c'est le cas classique que j'explique toujours, c'est si vous avez décidé de migrer de CSHLPI vers OCSHLPI depuis un autre système qui peut être soit des fichiers Excel, soit sur un autre outil de gestion de marque. Comment est-ce qu'on fait? Et bien, pour ça, en fait, on a développé un outil qu'on appelle l'injecteur de fichiers, et qui prend des fichiers CSV, qui permet de les injecter dans GLPI en passant par tous les mécanismes internes de GLPI. Donc en gros, si je veux migrer, qu'est-ce que je fais? J'ai deux solutions. La meilleure solution, c'est celle-ci, c'est-à-dire j'installe l'agent OCS sur tous les postes, je vais les faire monter dans OCS, je les importe dans GLPI. Ensuite, je vais dans notre outil de gestion de parc, je fais des exports CSV des données qui m'intéressent, typiquement mes fournisseurs, mes contrats, les informations financières liées aux machines, et après, je réinjecte dans GLPI grâce au plugin de l'injection de données. On peut faire la manière inverse, c'est-à-dire je peux commencer par créer les matériels par les extractions de données, et ensuite, quand ils remontent dans OCS, il y a une fusion des données automatique qui est faite. Donc ça, c'est le processus qu'on utilise chez beaucoup de clients pour récupérer les données. Donc ça veut dire aussi que l'ancien outil de gestion de parc doit permettre de fournir les données au format CSV. Et que ces données, elles doivent être retravaillées, formatées pour être comprises par GLPI. Ça, c'est un autre gros cas qu'on rencontre tout le temps, c'est comment est-ce que je fais pour gérer les machines qui sont en stock. J'ai acheté du matériel, il arrive, comment je le gère? Voilà. Là, en fait, c'est toujours pareil, on se sert d'injecteur. Et si votre fournisseur il vous fournit un bon de livraison électronique, vous créez des modèles de bon de livraison électronique, vous dites, bah voilà, dans GLPI, j'ai un modèle de fichier CSV qui est le bon de livraison de mon fournisseur X. Et dans ce cas-là, je sais que tel champ du fichier CSV va correspondre à tel champ de GLPI. Et donc, à chaque fois que je reçois un bon de livraison électronique, je dis, bah, j'injecte des données, un fichier qui est de tel modèle. Par exemple, voilà un fichier qui contient que le numéro de série des matériels. Et dans ce cas-là, vous l'injectez, et ben, qu'est-ce que ça fait? Ça vous crée des machines toutes vierges avec juste le numéro de série. Il peut y avoir énormément d'informations, peu d'informations. Il faut un critère différenciant qui en général c'est le numéro de série. Donc on injecte le CSV, et après, quand la machine remonte dans OCS, et ben, on va lui dire par exemple, la machine qui remonte va chercher dans l'entité dans laquelle elle doit se trouver s'il n'y a pas une machine qui a le même numéro de série qui existe. Et si oui, ben dans ce cas-là, ce n'est pas une nouvelle machine, tu fusionnes les données. Sinon, tu crées une nouvelle machine. Et donc comme ça, on arrive à gérer les matériels qui sont en stock. Dans GLPI, dans l'historique, on va voir que le matériel il a été injecté depuis un fichier CSV à telle date, qu'il était au statut par exemple stock, et puis qu'il a été lié à une machine d'OCS à telle date, et donc il est passé automatiquement au statut par exemple en production. Donc en gros, voilà. En premier, j'ai le fichier CSV du fournisseur. Alors ça peut être un fichier CSV où la machine peut être rentrée à la main directement par une personne. Il pourrait même être lu à partir d'une douchette, mais on se retrouve très souvent avec des problèmes qui est que le numéro de série qui est lu sur le code barre n'est pas le même que celui qui est remonté par OCS. Donc il faut faire des moulinettes pour transformer les données qui sont
ou soit programmer son lecteur, faire programmer son lecteur de code barre pour qu'il sorte le même numéro de sec qui est remonté par OCS, soit sinon on tape à la main manuellement les données. Le fichier d'injecté dans GLPI, le service informatique peut commencer à travailler dessus, c'est-à-dire ajouter un statut, rajouter une localisation, dire qu'il en stocke par exemple, quel est son responsable technique, à quel groupe de machines appartient, etc. Puis un jour la machine remonte OCS, puis la fusion des données, le statut il change automatiquement et donc matériel en prend. Ça c'est le cas le plus classique. Et ça veut dire aussi que le fournisseur doit vous fournir un fichier CSV en entrée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'exemple d'utilisation. Alors en gros, un exemple d'utilisation, c'est l'ensemble de tous les acteurs qui sont sur qui peuvent interagir entre OCS et GLPI. En gros, on a nos machines en haut qui remontent leur inventaire au serveur OCS. On a le service informatique, les gestionnaires de parcs qui peuvent voir à un instant T l'ensemble des matériels, comment ils sont, ou alors faire la télétique. Ensuite, on a GLPI qui importe les données d'OCS dans sa propre base pour les gérer. GLPI, lui, après, il peut aller taper sur un ou plusieurs annuaires INAP. Il peut taper sur un ou serveur top INAP pour l'authentification aussi. Il peut sortir des données lui-même en format CSV, PDF ou SFK, et on peut l'enrichir avec des données d'inventaire. Et les acteurs, on a l'utilisateur qui va déclarer son incident. On a le responsable technique qui peut lui suivre son helpdesk, voir combien de machines il a, etc. Le service informatique qui gère au jour le jour les matériels. Il est branché à quoi, sur quelle prise réseau il est, etc. Tiens, j'ai tel matériel qui est parti en réparation, je change de statut. Les techniciens donc, de l'équipe de maintenance qui, eux, ils vont gérer les tickets. Et puis, le service comptable qui, lui, va pouvoir avoir soit des rapports, soit recevoir des emails comme quoi les matériels sont plus sous garantie, etc. Voilà, ça donne un panorama de toutes les personnes qui peuvent se connecter à... Sur la partie plugin, en gros, les plugins, c'est des bouts de code qui sont rajoutés à GLPI pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas supportées par les corps développeurs. Le principe, c'est que les corps développeurs, on est 4, voire 5, et on a un temps limité. Donc il y a des fonctionnalités qui sont très bien, mais qu'on n'a pas le temps de maintenir, parce que tout ce qui est dans le cœur de GLPI, on doit le maintenir, on doit le faire évoluer, on doit corriger les bugs, etc. Et ça prend du temps. Donc il y a plein de choses qui sont faites, pas par les développeurs, forcément, et qui sont maintenues par la communauté ou pas maintenues du tout. Un plugin, en général, c'est soit on a des besoins, donc on fait nos plugins, et en général, si c'est nous qui les faisons, on les maintient, soit c'est des contributions de gens, et dans ce cas-là, il n'y a pas de... En général, il n'y a pas de garantie. Vous mettez un plugin, ça se trouve dans 2 versions, il ne sera plus maintenu. Enfin, à part les très très gros plugins qu'on utilise tout le temps, il y en a certains, il n'y a pas de garantie sur le code d'un plugin. En fait, c'est très simple sur le site de GLPI, quand on regarde les plugins, il y a écrit le haut du plugin maintenu par telle personne. S'il est maintenu, on sait qu'on peut demander une correction de bug ou une amélioration. S'il n'est pas maintenu, c'est à votre charge, c'est vous qui faites ça vous risque c'est vérifié. On peut créer des plugins soi-même via une API. Il y a une doc sur le wiki développeur de GLPI pour créer des plugins. Et le principe, en fait, c'est qu'un plugin bien fait, il s'intègre dans GLPI, on ne voit même pas que c'est un plugin. En fait. Il se rajoute un peu partout et on a l'impression que c'est une fonctionnalité de base du produit. Et il y a certains plugins qui potentiellement ont valeur à être rentrés dans le cœur de l'application. Typiquement, on a un plugin qui apporte des rapports supplémentaires. Il est prévu dans la roadmap qui sont intégrés dans le cœur de l'application. Parce que finalement, il a un besoin vraiment générique et que les autres développeurs ont dit oui, ça, on en aura vraiment besoin. Donc, et ça, c'est très important. Les plugins sont maintenus par la communauté. C'est-à-dire que vous avez un problème sur le plugin d'injection de fichiers CSV, vous allez sur le forum, vous mettez votre bug, votre problème, moi je vais répondre, je vais faire la correction, et moi quand je vais chez des clients et que je rencontre des choses qui manquent, je les mets. Par contre, si vous faites un rapport sur un plugin qui n'est pas maintenu, vous n'aurez peut-être pas de réponse du tout. Donc ça c'est vraiment très important, il y a des plugins qui sont très bien maintenus, donc on peut se utiliser, puis il y en a d'autres, il n'y a aucune garantie. Les gens ils disent j'ai installé et ça ne marche pas, personne ne